きでしょ処理落ちしてフリー失った語彙力は月末の5G ゲームスターマンタナライだけが言うはまら最速でクリアして Happy to act なんでねタイマーストップしてトゥーナイト今夜決めてよ Hold time なのにどうして君はなぜにライラージャックのハートが甘いメガネ星の瞳が嫌いじゃあそのままの君がそばにいればそれだけでいいじゃん絶対君を守ってみせるよクールでキュンそのギャップがいいんだよやっぱりもうま味恋ありきで始まるよ壊れちゃいそういじらしくてブリーズちゃんとなしアドリブでリレーしない経験値ゲームオーバー僕の舵握り直しコンテステップバイステップ進化させて愛を信じて愛のリドリ断線組んで輝く一瞬で取ってなのに運動して君はなぜにライラージャックのハートが熱い暴走反応それとも野獣にじゃあ湧き上がるパワー眩しい奇跡愛と呼んでるじゃん絶対君を離さないよスイアンチュー超居心地いいんだよバリもうま味恋ある日へ始まるよ忍者このハートが甘いメガネ越しの瞳がキラリ忍者そのままの君がそばにいればそれだけでいいんじゃ忍者このハートが熱い暴走反応それともラジオ忍者湧き上がるパワー眩しい奇跡愛と呼んでるじゃん2分後何が起きるのかだとかこの夏2人どうなるかだとか初回版ラウト9点は残せ足らないからこそいい占い絶対君を守ってみせるよクールでキュンそのギャップがいいんだよバリもうま味恋ある日へ始まるよMuteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Salut à tous. On va Cette monter un petit peu les nouvelle- micros comme d'habitude. Comment ça va Monte, sur monte, Muteki? monte. Voilà. Ça va, on nous entend. On est bien. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous réveillez au son. Eh bien, de la pop culture Bah là, si japonaise, vous étiez, là, pour le si coup. vous n'étiez pas réveillé, Si vous étiez là, pas réveillé. je pense que c'est fait. Là. C'était qui? C'était Shoko Nakagawa. Encore une fois, puisque on rappelle, on fera 2 blind tests à Japan Expo avec toi, Léo. Après, je suis dispo parce que je suis dans le coin, mais Bon, a priori. tu sais, avec mes prérogatives de Epic, on Oui, sait pas. parce qu'on rappelle que Léo sera aussi sur la scène. Je serai pas loin, mais Tu seras aussi sur la grande scène Ah, Pierre, Ichigo. tu l'appelles. tu seras très bien te débrouiller. Tu l'appelles avec un mégaphone. Léo Le petit Léo, il demandait. Le petit Léo, il demandait, il est sur la scène Kitsune. Donc, Shoko Nakagawa qui est en tête d'affiche, on le rappelle, du Anisong Festa. Ça approche, hein, Japan Expo. Et oui, À moi. Hein. ce sera la soirée du vendredi, donc à Japan Expo. Et avec qui était-elle en featuring? Eh bien, elle était en featuring avec des gars qu'on a rencontrés complètement par hasard sur le RER, sur le quai du RER, il y a une dizaine d'années avec Amélie. Oui, Amélie, la même Amélie que vous avez entendue à Tokyo depuis plusieurs années. Bah, à une époque, on faisait des interviews ensemble à Japan Expo. Elle faisait les traductions, évidemment, à la volée. Et c'était les Real Akiba Boys. Et ça fait très plaisir de les réentendre 10 ans plus tard. On les avait rencontrés complètement par hasard. On avait fait l'interview, eh bien, directement sur le quai de la gare du Parc des Expos, RER, Paris, etc., etc. Mais on reparlera de Japan Expo plus tard. On reparlera aussi d'Amélie plus tard, parce que la semaine prochaine, le week-end prochain, elle nous fait une activité essayage de kimono. Je ne vous dis que ça. Aujourd'hui, nous avons un invité. Et cet invité, il est ici, il est en face de moi. Et il va rapprocher le micro. Et c'est Jérémy Corsial, Chienpo. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On t'avait déjà rencontré une première fois. Est-ce que tu t'entends pas? Si?
Tu ne t'entends pas. Ah bon, bah on va arranger ça effectivement. Remets-le effectivement. Voilà, c'est très bien. On va essayer de. Bon, on arrangera ça. Ah si, c'est bon. Voilà, ça y est. Donc on t'avait rencontré une première fois lors d'une émission en direct à la FK Bar. Tu étais venu sur, je sais pas si c'est sur proposition d'un autre Jérémy, il me semble. Je ne sais plus comment ça s'était passé, mais tu étais venu nous voir complètement par hasard. C'est possible, je zone pas mal dans ce quartier, donc j'ai ouvert une porte et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un truc pas mal qui se passait. Exactement. On rappelle donc Chienpo illustrateur, artiste multitalentueux, c'est-à-dire essentiellement illustrateur, mais il y a aussi d'autres choses, multimédia, j'ai envie de dire également, puisque dans le lot, il y a non seulement les illustrations telles qu'on pourrait les imaginer, mais également tout ce qui est peinture augmentée. C'est toi qui es à l'origine, par exemple, du flip paper, dans lequel on dessine son flipper et on y joue ensuite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tous ces concepts assez, j'allais dire pluridisciplinaires, ça fait un petit peu technique dit comme ça, mais ces concepts, je trouve aussi très poétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors là, on plonge dans un grand magma, Oui. Parce que l'illustration, pour revenir au tout début, et le lien avec votre émission quand même, c'est que je suis quand même un geek de la première heure, inspiré par les mangas, les jeux vidéo, tout ça. Et le dessin, ça m'a toujours suivi, mais ça m'a jamais suffi non plus. Et comme tous les enfants, j'ai toujours rêvé de faire mes propres jeux vidéo. Donc je pense que je suis pas le seul à avoir dessiné des stages de jeux vidéo en imaginant qu'on pouvait y jouer. Faire des longues frises avec des sprites, tout ça, en se disant peut-être que je pourrais en faire un jeu vidéo, tout ça. C'est une pratique assez naturelle de faire ça. Tout le monde fait un peu ça. Alors, il y en a qui découpent des petits sprites de Mario, qui jouent dans un décor. J'ai un copain qui m'a même raconté qu'il avait fait une sorte de boîte avec une sorte de scroll qui se déroulait en papier et puis une petite manivelle. Et il s'était fait son jeu vidéo comme ça, peut-être à 10 ans. Voilà, donc c'est un truc assez commun, mais on oublie ça plus tard. Et moi, du coup, tout ça, j'ai dû faire ça. J'ai dû réussir à connecter toutes les pièces du puzzle vers peut-être 35 ans au final, où j'ai réussi à mélanger le jeu vidéo, le dessin, la musique que j'aimais bien, le côté un peu live painting aussi, tu vois, le fait de vouloir faire du graffiti et de pas oser aussi, c'est aussi un truc de gamin. Et tout ça c'est tout synthétisé d'un coup dans le flip paper. Et le flip paper, c'est donc une sorte de machine qui permet de dessiner son terrain de jeu vidéo en direct, en live painting, avec des feutres, avec des gens, en collaboration, tout ça. Est-ce que c'est toi aussi qui t'étais occupé, par exemple, des flippers qui étaient en mapping sur les bâtiments? Tu y étais pour quelque chose ou pas, toi? Non, c'est pas mon projet, mais Non. j'ai des projets qui peuvent ressembler un petit peu à ça. Et en complément de ça, tu étais venu à l'AFK, je me souviens donc pour cette émission en live, en public. C'était d'ailleurs une émission anniversaire, c'était en septembre dernier. Tu étais venu avec un flyer à plier. Et tu nous avais raconté l'histoire de ce flyer à plier, puisqu'à l'époque de la pandémie, on ne pouvait pas aussi facilement que maintenant, toute proportion gardée bien sûr, aller au Japon, en tout cas se rendre au Japon. Et c'était ça, il me semble, si je me souviens bien, le début de cette histoire. Ouais, exactement. Donc ça, c'était un projet de conférence que j'ai fait avec une amie japonaise de très très longue date qui est commissaire d'exposition. Et donc on a fait une série de conférences sur l'art et le jeu vidéo. Alors toujours sur des approches un peu originales. On avait commencé par faire l'histoire croisée du jeu vidéo et du skate, qui sont tous les deux nés dans les années 50, et vraiment comprendre l'essence du côté ludique et de qu'est-ce que c'était qu'un jeu. Au départ, les jeux vidéo, c'était créé par des hackers, des gens qui jouaient, qui faisaient pas que jouer, mais qui jouaient à créer. Et donc, c'était à la fois les concepteurs et les créateurs. Et ensuite, on a continué ces conférences et moi, j'ai fait un résumé donc, qui est un avion en papier. Il est là, si vous le voulez. Enfin, une bande dessinée qui peut se plier en avion en papier. Voilà. En gros. Et qui permet donc qui se diffuse, qui se donne à tout le monde comme ça. Donc ça permet de voyager un petit peu dans le... Et c'est le cas. Alors vous ne nous regardez pas effectivement puisqu'il n'y a pas de Twitch ce matin. On fait des gros bisous évidemment à Elias qui d'habitude s'occupe de la liaison vidéo, mais voilà, tu viens de nous passer
ces fameux flyers ici en studio et ils sont encore une fois très très poétiques et c'est à chaque fois le mot qui revient quand je pense à ce que tu nous avais présenté ce jour-là. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, alors forcément c'est de la radio, on est obligé de décrire ça par des mots, mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il y a sur ces... Alors j'ai l'habitude sur de le ces faire feuilles-là. parce que souvent Voilà. comme il y a beaucoup d'infos en même temps, en gros c'est une bande dessinée format A4 recto verso qu'on a devant les yeux et donc imaginez une feuille de papier A4 qu'on aurait pliée en avion papier et puis dépliée, donc il y a les triangles, des pliures, différentes zones et donc j'ai dessiné la BD dans ces zones là en fait, de manière à ce que quand on la plie chaque case corresponde aux pliures et donc il y a toujours un côté symétrique qui m'a permis de faire la traduction en japonais d'un côté, en anglais de l'autre. Donc c'est un miroir la BD, on a fait super kaléidoscopique. Et on peut la lire dans un ordre relativement logique, même si forcément c'est pas carré, c'est pas évident. Et donc je vais vous raconter ce qui se passe dans cette bande dessinée. Donc là on va prendre l'épisode 1 ou l'épisode 2 ? Qu'est-ce que vous préférez ? Quel est l'épisode 1 d'ailleurs ? L'épisode 1 c'est celui que vous avez déjà eu, c'est celui qui est jaune et noir. Celui qui est jaune et noir, voilà. On commence par celui-là ? Ok, Oh. c'est marqué Game is a play with rules par exemple, Voilà. etc. etc. Alors celui-ci, il matérialise un peu la rencontre avec un chercheur japonais qui est quand même qui a fait une thèse en musicologie puis en histoire du jeu vidéo et qui enseigne à l'université de Tokyo, Todai quand même, c'est pas rien. La plus grosse. Voilà. Et c'est un petit professeur japonais avec sa petite veste trop serrée là, qui s'excite comme une puce à raconter ses trucs, il est génial. Et lui, il a beaucoup bossé sur les pratiques alternatives du jeu vidéo, le hack, et tout simplement les gens qui jouent à Mario avec leurs pieds, qui font des vidéos YouTube, enfin ce genre de trucs-là. Ouais. Et donc il théorise ça. À côté de ça, il théorise les pratiques alternatives du jeu vidéo. Et donc lui, il a fait une conférence là-dessus. Et moi, ensuite, j'ai parlé de ce que je faisais, qui est un peu une version, on va dire, concrète, pratique. Moi, j'ai fait des essais, j'ai pensé un petit peu aux mêmes choses, juste que je l'ai fait avec mes mains et ma pâte à modeler. Et voilà, j'ai fait mes installs dont je vous ai parlé tout à l'heure, les jeux vidéo à dessiner, tout ça. Et donc, suite à cette rencontre, donc on a fait divers objets, dont ce petit flyer. Donc, qu'est-ce qu'il raconte ? Là, il joue à la Game Boy, il est dans son avion, et puis il joue à une sorte de Pac-Man, donc il y a un fantôme à lunettes, c'est mon personnage Gozub, et qui lui dit « Hey, Dr Hiroshi, mais what is a game ?» Et donc lui, il reprend une définition très très basique du jeu, parce que c'est assez scientifique son truc, il dit « Game is a play with rules ». Donc le jeu, en fait, c'est un amusement qui est encadré dans des règles, en fait, hein. Et donc, le petit fantôme qui est à l'intérieur, dans son petit labyrinthe de Pac-Man, il dit « I love games, I feel secure within rules ». Donc, il est content, il joue, et il se sent bien dans ses règles, on se sent bien dans les règles. Et crac, 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 il croque un Pac-Man et you win, il est tout content. Tout C'est content. super, comme les gens qui jouent à des jeux. Et on tourne la page. Tant qu'on gagne évidemment. Tant qu'on gagne, c'est cool. Il tourne la page. Et puis là, tu le vois tout déprimé. Et il dit, mais des fois, je me sens si déprimé. Alors, il regarde dans un petit trou dans le mur du labyrinthe et il dit, parfois, je ne peux pas m'empêcher qu'il y a un monde à l'extérieur de ce labyrinthe. Et alors, le professeur Hiroshi, qui est quand même aussi un peu philosophe, il lui dit, mais non, Gozub, c'est normal, tu n'es pas un bot comme les autres. Tu devrais jouer aux metagames. Et donc là, il lui montre sa théorie, il se met juste à l'envers dans son siège, avec sa Game Boy à l'envers, et puis il commence à jouer, et puis le petit fantôme qui est à l'intérieur, renversé dans son écran, il tourne dans tous les sens, il tourne de l'œil, il se casse la tête, et crac, il casse l'écran, et il sort de la Game Boy. Et donc le revoilà dans le monde réel où je suis, voilà, donc il passe un step, il passe du cadre du jeu vidéo au monde réel, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, le début un peu de l'aventure. Ok. Et dans le lot, on a Tennis for Two notamment. On a aussi le fait que c'est considéré effectivement comme le premier jeu vidéo. C'est vrai que c'est un grand débat. Voilà. Et donc c'est une affaire, effectivement, une histoire
j'imagine à suivre, non? Peut-être. Ouais, complètement. Le prochain épisode, ça sera sur un vieil ami qui a monté un musée du jeu vidéo à Tallinn en Estonie, Level Up Museum. Oui, Donc, le ça sera- Level Up Museum, effectivement, tout à fait. Voilà. Et il y a des gens qui y sont allés. J'ai pu voir quelques photos, en effet. Beaucoup de en tout cas pas mal de musées du jeu vidéo qui se sont développés ces dernières années. On va peut-être faire une petite interlude musicale. Qu'en pensez-vous? Avec peut-être une de tes sélections. Toi, tu es venu avec plusieurs pistes musicales. Alors après, à voir si si on aura le temps de tout passer, bien entendu, effectivement. Mais aussi à voir ce qui te plairait là dans ce qui pourrait faire suite à ce qu'on vient de dire, à ce que tu viens de raconter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre un truc un peu plus chill, hein, quand même. Une petite musique d'ascenseur, ça serait pas mal. 5 AM, c'est ça? 5 AM in Tokyo? Non, ce serait quoi? Parfait. Voilà. Magnifique. Par exemple. Eh bien, je vais essayer de lancer. Ça, il me semble que c'est un DJ de Toronto, mais je trouvais ça chouette quand même, parce que le Japon, ça nous inspire tous partout, et ce qui est chouette, c'est la... Oh, ça a commencé assez fort. Est-ce que tu voudrais qu'on enchaîne sur une... Parce qu'elle fait 1:18. Est-ce que tu voudrais qu'on enchaîne sur l'autre, par exemple, celle que tu m'avais proposée, Susumu Yokota, Anima Mundi, par exemple, ou On mettra plutôt après. On mettra plutôt après. Parce qu'on va les enchaîner. On va en enchaîner deux, en fait, en réalité. Ok, tu mettras le jingle et puis... Et je mettrai un jingle, et puis après, let's go, quoi. Alors, je vais les proposer, les préparer toutes les deux. On est ensemble sur Muteki à Chienpo aujourd'hui, avec une ambiance très chill ce matin. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Muteki-Canu, voilà. pardon, et idem pour X. Et vous pouvez le retrouver sur muteki-radio.fr et sur les réseaux sociaux, évidemment. On a commencé avec du très très Genki, mais là on va se poser puisque on vient d'écouter une belle histoire et 5 AM in Kyoto, c'est ce qui vous attend. Astro Mega, c'est le nom de l'artiste, donc artiste de Toronto. Oui, c'est ça. C'est ça. Chienpo avec nous sur Muteki en invité jusqu'à 10h. Hello everyone, this is Sugizo. You are listening just Muteki.
96 hein, pour cette musique-là. Anima Mundi, Smoke Signal. En l'occurrence, il s'appelle Susumu Yokota. On est vraiment dans l'époque, oui, on en parlait hors antenne, on est dans l'époque de la PlayStation, de la Dreamcast, de Tenchu par exemple, ou même de Shenmue, ça peut être des choses comme ça. Enfin, voilà. C'est des sons un petit peu plus élaborés. On voit qu'on n'est plus dans la 16 bits, quoi. Ouais. Et c'est un peu hypnotique pour le coup ce titre. C'est ça. Titre-là. Il y a ce côté rythme. Moi, j'écoute ce genre de musique pour dessiner à fond, parce que, c'est pour ça aussi que je vous ai sélectionné ce son pour avoir quelque chose qui est vraiment dans la base du rythme, du son. Enfin, vraiment cette énergie de base de la vie. Il y a un côté un peu tribal aussi. C'est ça. Le truc auquel on devrait tous revenir un petit peu aussi. Ouais. Tu veux dire quoi au côté tribal? Qu'on revienne au côté tribal des choses. Au côté le côté incantatoire, le côté de la vibe primitive, interne, quoi. Et se reconnecter à ça, tout simplement. Là, le titre était très intéressant. Enfin, moi, hypnotique, c'est le mot qui me. Ouais. Et juste avant, on était plus sur une ambiance jazzy. Ça fait pas aussi partie de tes. C'était plus chill avant. Il était plus imagé. Voilà. Le côté musique d'ascenseur et tout. C'était plus imagé. C'est vrai qu'en plus, c'était un track assez court d'un mec, un DJ de Toronto, apparemment. Hein. J'ai jamais eu de son aussi bon dans un ascenseur, mais bon. C'est ça. Ça serait pas mal. J'adore. C'est ça, et donc oui, ça donne plus une image c'était Kyoto by Night, tout ça, donc voilà, oui. C'est une illustration aussi, c'est un peu différent quand même. Et c'est donc ta soundtrack quand tu dessines, quand tu crées, quand tu... Quand je dessine, j'écoute beaucoup de musique rythmique dans tous les cas, voire hypnotique et tout ça. Il faut être concentré quand même. Avant qu'on parte à Kyoto ou à Tokyo, tiens justement, parle-nous un tout petit peu de ton atelier. On m'a beaucoup parlé de ton atelier de manière extérieure, c'est-à-dire que ça a l'air d'être incroyable. Tu devrais visiter. Mais qui a dit ça? L'autre Jérémy, voilà, qui visiblement l'a visité. Ok. Ouais. Oui, de toute façon, c'est à 1 minute de l'AFK où on s'est rencontrés, mon atelier. Donc à 2 minutes de... Bref, ouais, ok, donc on est vraiment voisins. Mais oui, effectivement, on m'en a beaucoup parlé et c'est vraiment un atelier d'artistes. On va aller du côté du Japon, puisque juste avant la pause musicale, tu nous as parlé de voyage, tu nous as raconté une belle histoire. Évidemment, tu es allé au Japon. Qu'est-ce que tu retiens de ces allers-retours dans l'archipel? Qu'est-ce qui reste au fil du temps? Je m'en suis quand même jamais lassé. On va dire qu'en 2018, j'ai été retourné pour une expo à l'Institut français, okay. Dans un festival d'art numérique. Et j'ai collaboré avec un mec qui s'appelle Xavier Girard et qui faisait aussi des émissions de radio autour du jeu vidéo, de la musique chiptunes et tout ça. Et là, il avait été commissaire d'exposition pour une expo de jeux vidéo indé en mode très très pixel, très très punk. Et moi, je devais faire la scéno pour ça. Et on a créé une scéno qui s'appelait le Cosmushi. Donc c'était le ver de l'espace. Donc une espèce de grand vaisseau spatial train avec des pièces à l'intérieur desquelles il y avait des jeux vidéo comme ça. Donc une petite scénarisation, une dizaine de jeux à tester. C'était vraiment super, super chouette. Comment... On pourrait en parler pendant des heures de ces émulations qui se créent entre France et Japon. Mais comment ça se crée? Est-ce qu'il y a une étincelle, toi, qui a fait que tu as rencontré quelqu'un, qui t'a ensuite fait rencontrer quelqu'un, etc., etc. Alors, super bonne question, parce que moi, la toute première fois, c'était quand j'avais 14 ans, j'ai un copain qui était au Lions Club, je crois, et qui avait une correspondante japonaise. Ah oui. Donc on allait au parc d'attractions ensemble, tout ça, voilà, c'était chouette. C'est quand je commençais à apprendre un peu de japonais. Et puis après, quand j'étais à la fac de japonais à Grenoble, dans l'intercours, il y a des japonais qui m'avaient dit « Mais t'as qu'à venir cet été, t'as qu'à venir !» Et puis ils sont vraiment c'était facile aussi. C'était à quelle époque ça?
1998. Non, 19. 99. Ouais. Donc c'était ton premier voyage. C'était le premier voyage, bah ouais, forcément, c'était fou. Hein. Aller dormir chez les gens qui t'ont dit, ah bah t'as qu'à venir. Bah ouais. Voilà. À l'époque, le Japon était aussi, voilà, c'était beaucoup moins touristique et tout. Moi, mon premier voyage, il était en 2005, mais là, 99, ouais, on est avant 2000. Donc ouais, je pense que ça devait être quand même très différent. C'est vrai que c'était magique. Hein. Bah oui, je me rappelle qu'au retour, vu que j'étais assez jeune, j'avais raté l'avion au retour. Ah oui. Normal. C'est un lien de cause à effet. Et, Un acte manqué. J'ai pas envie de rentrer, quoi. Voilà. c'est ça, c'est un peu un lapsus. Un acte manqué. Mais c'est vrai que maintenant j'y repense, quand j'ai raté l'avion, je me rappelle pas avoir pris mon téléphone pour appeler quiconque, vu qu'il y en avait pas. Ouais. Exactement. J'avais dormi dans un temple en périphérie de l'aéroport Narita. Mais non. Si. Dans Narita. ouais. Alors ça, dans le jardin typiquement, d'un temple. par exemple, je sais pas si c'est encore possible maintenant, quoi, tu vois. Je pense t'aurais peut-être plus de problèmes à le faire maintenant. Ouais, il y a peut-être C'est peut-être une plus, vingtaine de touristes qui dorment dans les Ah ouais. dans les jardins, non, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Non, mais en tout cas, oui, c'est sympa qu'il t'ait accepté dans le temple. Ouais. Non, en fait, j'avais dormi dans le jardin. il a rien demandé, hein. Ah ouais, d'accord. Non, mais il y a la française. Hein. Ok. Non, l'européenne, tu veux dire. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un petit peu compliqué. Je pense, ouais, peut-être un peu plus. Peut-être beaucoup plus de touristes. Ça ressemblait à quoi le Japon à l'époque Est-ce que ça a tant changé que ça? Oui, non? Est-ce que tu as matière à comparaison peut-être? Alors, j'ai matière concrètement parce que à l'époque, l'amie qui m'avait hébergé, elle avait une caméra DV. Ouais. Et donc je l'avais emprunté, j'avais filmé tout le voyage et à la fin j'avais fait un montage avec son magnétoscope VHS. L'époque. Donc j'ai Ouais, des preuves. 99, normal. 99, ouais, c'est normal. On rappelle tellement de galères de vidéo. Un montage à stop, enregistré, pause, play, Ah, ça, c'est pas mal. Ah, mince, faut enregistrer ça. Ouais. c'est ça. Complètement. Autre question, là on parlait du Japon et on parlait aussi des jeux vidéo. Toi tu as participé à des développements de jeux vidéo, tu as participé peut-être en game design ou simplement en illustration, ou est-ce que tu as mis peut-être un peu plus les mains dans le cambouis en game design pur et dur? Oui, si, j'ai tout sauf le code. Enfin, Tout après, sauf le code, voilà. Le code, des fois, alors, vu qu'il y a beaucoup de choses que je fais à distance, je tape du code sous les ordres du codeur qui peut pas partager son écran. Enfin, il peut partager son écran, mais pas le clavier. Voilà. Donc, voilà, j'ai quand même des petites notions. Je bricole des trucs, je mets les mains dedans, mais je sais pas taper de code. Ah, après, j'ai fait des petites leçons pour coder un Pong sur Processing. Je sais pas si vous connaissez Processing. C'est un logiciel fait par le MIT qui est très graphique, avec beaucoup de tutos, tout ça. Voilà. Où on tape le code, tac, à la main, quoi. À la main, à l'ancienne, quoi. Alors, jeux vidéo en France et au Japon aussi? Avec des Japonais, je veux dire, en lien avec non, des j'ai Japonais. jamais fait de jeux vidéo avec des Japonais, mais par contre, j'en avais fait un qui avait marché, qui avait marché au Japon, qui avait été bien téléchargé. Alors, c'est le premier jeu vidéo sur lequel j'ai bossé, qui était en 2007. Ça, c'était un projet dont j'avais maquetté, en fait. J'avais fait des screenshots, j'avais fait un peu le scénario, et puis j'avais cherché des développeurs, j'avais finalement trouvé une équipe, on l'a réalisé. Et donc le pitch était très très bête, hein. C'est Super Striker. Striker, c'est les mecs qui courent à poil sur les terrains de foot. Oui. Voilà. Et l'idée, c'était de faire un mix entre un first-person shooter et un jeu de foot. Mais Et donc, il y avait un terrain, il y avait un mec qui devait dégommer tous les joueurs de foot. Mais tu prenais de la drogue, non Absolument non, pas. À pas l'époque, du tout. j'étais très straight edge. Ouais. Notez-le à l'époque. J'étais très straight edge. Et Je oui, plaisante, il je fallait plaisante. justement compenser sur des choses comme ça. Et donc, on avait réalisé ce jeu qui était en vue first person. Donc, et moi, j'avais fait aussi j'avais fabriqué des objets pour avoir un côté un peu physique. Parce que l'idée, c'était que le jeu se joue en live avec une projection et puis une espèce de gros gun. Donc on avait démonté une manette de Wii et j'avais sculpté un gros gun géant. Et en fait, on tirait sur l'écran et il y avait un côté performance où il y avait
Voilà, on était. Il y avait des petites nanas en petits shorts, les pom-pom girls. Il y avait. Moi, j'avais une mascotte de chien. C'était mon chien pot d'origine. C'était en fait un costume rose de chien qui pouvait aussi jouer devant l'écran. Donc, il y avait tout un côté performatif autour de ce jeu vidéo débile où on shootait des footballeurs. Voilà. C'est un Xoge, quoi, pour ce qu'on appelle un Xoge ou un Bakage, puisque du coup ça C'est dépend, ça. parce que Xoge c'est plus sur la qualité Non, intrinsèque. ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Non, Ouais, c'est ça. Bakage c'est le jeu Bakage, débile. c'est plus jeu débile. Voilà, c'est ça. Fun, exactement. mais débile. Fun C'est mais ça. débile. C'est ça. Alors que Xoge, c'est vraiment péjoratif. C'est C'est ça. vraiment un jeu pourri. Voilà. C'est ça. Pourri. C'est ça. C'est C'est ça. plutôt un Bakage. Ouais. Et donc ça, on l'a présenté dans plusieurs expos, tout ça, mais en 2007, comme le jeu vidéo indé, arty, débile, il n'y avait pas de milieu encore pour ça, c'était un peu récent. Enfin, en tout cas, je n'avais pas trouvé de milieu. Je l'ai présenté 2-3 fois. À chaque fois, c'était génial, on s'est super bien amusé. Voilà, ce côté performance. Même moi, je dessinais, je faisais des tatous sur les bras des gens et tout, au feutre, Posca, tout ça. C'était vraiment super. Je l'ai présenté une fois au Japon aussi, dans un truc underground avec des amis. À chaque fois, c'était génial. Mais comme il n'y avait pas de milieu, ça n'a pas vraiment... ça n'a pas fait boule de neige encore. Donc, ce côté est assez déprimant quand on fait des trucs et que... Bon, C'était peut-être un peu trop tôt aussi. c'était trop tôt, ouais. C'était un peu Si trop tu tôt. avais fait le même truc genre 10 ans après, Non, et puis. Ça aurait été plus normal. Non, Ouais. et puis le problème de l'époque, c'est que c'est pas encore. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore trop développés, donc pour que ça buzz, C'est vrai. il faut faire beaucoup plus d'efforts que des streamers le fassent, par exemple, des choses comme ça. À l'époque, c'était. mais tu l'as vendu Très quand même, du coup, tu l'as bien vendu. Alors, ça a été plus des expos, donc c'était, on va dire, c'était bénévole et tout. Mais par contre, après ça, 3 ans après, il y a eu la sortie de l'iPhone et les développeurs du jeu avec qui j'avais collaboré, qui étaient des Grenoblois, m'ont dit tiens, si on en faisait une adaptation pour iPhone. Super génial, on va essayer. Donc on a changé 2-3 trucs, on a rajouté des niveaux parce qu'il y avait qu'un stage et tout. On a rajouté un peu des options débiles dans le jeu que le streaker pouvait prendre et jeter sur les footballeurs. On l'a mis sur l'iPhone et en fait, comme il n'y avait pas beaucoup de jeux encore, ça a super bien marché. Et il se trouve que ça se vendait dans tous les pays. Donc il y en avait juste un petit pourcentage qui se vendait sur l'iPhone. Le reste est du download gratuit. Mais ce qui est incroyable, c'est que la moitié des jeux, alors je me rappelle plus maintenant, ça fait un moment, mais je me rappelle plus, c'est les 2 tiers ou 1 tiers des downloads, c'était au Japon. En fait, les Japonais avaient adoré parce qu'ils ont ce côté, ils adorent les trucs surréalistes. Oui, puis. Ouais. Puis l'autre aspect, c'est que le Japon, les consoles, c'est plus les consoles portables qui marchent au Japon en termes de jeux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, jeux mobiles, ça marche à fond. Et voilà, et ça avait tellement. En tout, il y avait 1,5 million de downloads. Ah ouais. Et ouais, c'est pas mal. dont peut-être. Un tiers, la moitié au Japon. Mettons 500 000, Ouais. 700 000 au Cool. Japon, ce qui est énorme. C'est clair. À tel point que moi j'allais au Kotopo des fois et il y a des étudiants japonais je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit mais moi j'ai joué au Japon à ce jeu, incroyable. Le Kotopo, on rappelle Ça le doit bar être, linguistique. impressionnant. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est génial du coup ça c'est comme expérience. Puis sociologiquement c'est génial parce que tu fais un jeu vidéo vraiment débile, ovni comme ça, et t'as tous les commentaires sur l'App Store de tous les pays et on peut voir quelle est la réaction de chaque pays. Donc ça fait vraiment une étude sociologique. Et alors moi j'ai trouvé ça drôle parce que bon, les Français ils ont ce côté très engagé. Ah c'est génial, enfin je peux buter des putains de footballeurs. Je suis content, du coup ils mettaient 5 étoiles et les autres qui disaient non mais moi j'aime bien le foot, c'est immoral, donc ils mettaient une mauvaise note pour ça parce qu'ils le voyaient de côté critique. Alors que les Japonais ils n'avaient pas du tout ce côté là. Si c'est drôle et que ça marche et que c'est surréaliste, ils ont Voilà, des footballeurs, de rugbyman ou des c'est trucs, pas ça la- été pareil. si le feeling est bon, pas la même ouais, c'est bon. approche. Ils n'ont Ouais. pas de religion, Ouais. ça va. Si c'est fun, on y va. Moi, ça me fait toujours penser à Muscle March sur la Wii, effectivement, qui. Dans les Katamari, quoi, déjà. Ou Katamari, Katamari. ou d'autres. Voilà. Space Channel. Mais je note qu'on aura tout fait dans le foot, c'est-à-dire qu'on aura fait du foot RPG avec Olivier Tom, évidemment, sur la bonne vieille NES et Super NES. On aura fait aussi du foot baston avec Nintendo World Cup. On aura fait du foot avec à peu près tout. Enfin, évidemment. En tout cas, avec le foot comme décor. C'est ça. On va enchaîner peut-être sur une autre chanson. La sélection, mon Romain, peut-être. Un petit peu d'animé, hein. On va remonter dans le temps avec du Ken. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé du Ah Ken. bah tiens, voilà, puisqu'il Ouais. s'agit de défoncer des footballeurs, Ah, Michael ouais. le survivant. Là, il défonce des. Un doigt suffit d'une certaine façon.
Donc la deuxième série, hein, Octonoken Ok. 2, Talkboy, générique de début très rythmé et Bah voilà. très rock. Un petit peu de... Comment ça s'appelle, voilà, Tomcat. Ouais, Tomcat. Tomcat. 87. Exact. Et ben c'est parti, Tomcat, et on se retrouve juste après. On a pas mal de choses à vous présenter également, notamment la bataille des décennies pour la semaine prochaine, etc. Enfin, bref. Voilà. Exactement. La bataille des décennies, avec un thème de printemps, mais qui se finit. L'amour Ok. poétique. Mais on en parle après. La poétique, Ah ok. bah, ça marche. poétique sur du Ken, c'est bien là. Eh Parfait. ben parfait, voilà, allez, Tomcat sur Mutek, on est ensemble jusqu'à 10h. Ken le survivant, mais cette fois-ci la deuxième version. Deuxième série, ouais. Ouais. La deuxième série, oui, j'ai dit quoi? La deuxième version? Ouais. Oh, bref. Oui, Non, mais c'est n'importe quoi. Deuxième Bref. série 87. J'étais en train de faire trois choses à la fois et notamment de caler mes news. Et puisqu'on parle des news, on en a une qu'on a oubliée la semaine dernière en préambule. Eh bien, c'est Amélie. On a beaucoup parlé d'Amélie dans cette émission, notamment en début d'émission. Eh bien, il se trouve que Amélie, elle, en son nom à elle, et pas au nom de Mouteki, mais en son nom à elle, elle va se lancer dans une activité essayage de kimono, 8 € sur réservation. Ça se passe à Annecy, à la librairie Hop 9e quai.
Et donc ça se passe le samedi 13 juin, donc samedi prochain, 9e quai manga pour le nom de la librairie. Je finis de caler mes news. Moi j'ai les news. Et voilà, et du coup Moi, je j'en passe aurais le une relais seule. à voilà. Romain, passe le relais. vas-y, fais ta news. Alors, j'y vais en premier, puisqu'on parlait de Japan Expo. Là, il y a une collab assez inattendue, en fait, qui a lieu entre la RATP, plus précisément le Serge Le Lapin, qui voilà, si vous êtes déjà là à Paris, vous connaissez. C'est le lapin qui se fait pincer les doigts. Fais voilà. attention, ne te fais pas coincer les doigts. Donc une mascotte qui existe depuis les années 70. Ouais. Et là, ils viennent d'annoncer une collaboration exclusive avec Shiki Satoshi, qui est le mangaka japonais de l'Attaque des Titans, mais la version préquelle, donc Before the Fall. Et c'est une collab par rapport à Japan Expo. Donc Japan Expo c'est du 9 au 12 juillet, mais en gros voilà, ça va être dispo sur le site de la RATP jusqu'à début juillet, et vous pourrez trouver des collabs où Serge Le Lapin il est redessiné. Allez voir, c'est assez du coup il est beaucoup moins cartoon, beaucoup plus réaliste, assez intéressant. Donc c'est siglé RATP, tout ça, voilà. C'est assez fun quoi. Ça a été annoncé effectivement mercredi lors de la conférence de presse générale de Japan Expo. L'année dernière on y était, mais là j'étais à Grenoble, puisqu'on parlait on parlait de Grenoble, je n'étais pas à Paris pour c'est rigolo comme collab quand même. Ouais. Je veux dire, c'est cocasse. C'est inattendu. Vraiment, c'était absolument inattendu. J'ai appris ça, c'était complètement fou. Merci à Mathieu Pinon qui m'a donné justement cette info mercredi, exactement. Léo, peut-être ? Quelques news. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui le peuvent, il y a le tournoi de Paris de sumo les 13 et 14 juin. Et à cette occasion, plusieurs événements culturels ont été créés autour de cela. Il y a notamment la Maison de la Culture du Japon à Paris, une exposition et des rencontres et des films et des conférences sur le sumo. Du 9 juin au 26 septembre 2026. Donc pour les Parisiens qui le peuvent, n'hésitez pas à aller voir tout cela. Ensuite, côté sport, la Coupe du Monde approche. Donc les Japonais sont déjà au Mexique, puisqu'ils jouent au Mexique pour leur premier match. Sauf qu'il fait trop chaud. Il fait plus de 33 degrés, donc l'entraînement est un peu compliqué. Le sol est complètement pourri, ils sont obligés de changer de stade tous les 3 jours, donc c'est un peu compliqué. Et évidemment, la sélection déplore quelques blessés importants, Minamino et Mitoma. Et du coup, ils font appel à Nagatomo Yuto, qui disputera son 5e mondial consécutif quand même. Il avait joué en Afrique du Sud en 2010. Démarrage également de la Volleyball National League, avec les Japonaises d'abord, qui ont battu la France 3-7-1. Et donc, après, elles sont plutôt favorites. Donc voilà. Et ensuite, baseball. Je vous parlerai pas d'Otani, mais je vous parlerai plutôt de le Koryusen, avec juste un truc important avec les Chunichi Dragons, qui ont fait quelque chose d'assez incroyable, puisqu'il y a la période du Koryusen, et ils ont fait 4 matchs, 4 victoires. Pas mal. 0 défaite. Donc, pas mal du tout. Et enfin, sans parler de sport, hier, il y a eu les Summer Game Festival. Et il y a eu 2 news qui m'ont marqué. Le premier, c'est il y aura un jeu vidéo Gundam nouveau, mais alors qui est ultra occidentalisé. On ne sait pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, par occidentalisé. Quand tu vois le trailer, au début, j'ai fait, on dirait du MechWarrior. Puis après, il te dit c'est Gundam. Je fais, d'accord. Très bien. Et ensuite, évidemment, la grosse annonce, c'est Final Fantasy VII. Et le titre de la 3e partie a été révélé. C'est Révélation. Donc Final Fantasy VII Revelation. En japonais, ça fait Liberation, ce qui donne un jeu de mots. Et oui, ils adorent ça. Mais c'est quoi ? C'est une nouvelle version de Final Fantasy ? Non, c'est la 3e partie du remake. Donc voilà, c'est la 3e partie du remake. La fin. Et donc la fin. Et puis un truc qui est complètement cocasse, du coup, en même temps, ils ont annoncé que Tifa sera jouable dans Street Fighter 6. Ce sera une personne invitée dans Street Fighter 6. C'est son boulot à la base. Pourquoi pas ? Écoute, voilà. Elle se bat, c'est son boulot. C'est son boulot, c'est une monk, c'est le job de monk. Donc ça va très bien. Voilà, c'était mes news, et puis voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Il y en a 2 dernières, effectivement. On rappelle le 13 juin, le concert animé Symphonie, on en avait déjà parlé la semaine dernière, avec notamment la présence de Shiro Sagisu. Ça tombe bien, Shiro Sagisu va rester en France encore un petit moment, puisqu'il sera aussi annoncé à Japan Expo. Alors il y aura aussi pour ce concert spécifique, Yasuharu Takanashi, Kokiya, Hiroki Takahashi, Cécile Corbel, Hajime Mizoguchi, Escaflowne Jinro, c'est quand même pas rien, et Michiru Oshima. Donc samedi prochain. Belle sélection, hein. À Paris, au Palais des Congrès. Et puis le 19 juin, le concert des animés à Tarare avec Jean-Paul Césari et Jean-Marc Ottoni-Cabella. Jean-Paul Césari, évidemment, Nicky Larson.
Et alors l'Académie des Ninjas, Conan, On le etc., salue. etc. On les salue. Et Jean-Marc-Anthony Cabella, évidemment, le générique inoubliable de Pokémon. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Mais puisqu'on parle de news et de prochaines actualités, je me tourne vers Jérémy Corsial qui est avec nous, Chienpo, qui est en train de plier justement le flyer. Mais ça, c'est trop cool parce qu'on t'entend plier. Et j'en profite pour te demander quelles sont tes prochaines expos, quels sont tes prochains événements également. Mais je te laisse d'abord peut-être finir de plier le petit avion. Ah voilà, il est vraiment très joli en plus de ça. Et attention, Top, ça, c'est bon, je l'ai attrapé. Un avion qui vole Parfait. bien, ça. Arrivé à destination. Arrivé à destination. Donc quels sont tes prochains événements? Alors la prochaine destination, là, je vais faire un petit break cet été. Et ça va être en septembre. En septembre, c'est un tout nouveau projet. Alors là, je vous ai raconté vraiment l'historique profond, les profondeurs avec le jeu de foot Super Striker en 3D qui a fait presque un flop, puis ensuite qui était devenu une étude sociologique plus qu'autre chose. Mais là, maintenant, on est dans le futur, là, déjà. Le flip paper est passé, le flipper qui se dessine avec des feutres en live. Et là, le nouveau projet, c'est un projet de mapping. C'est un jeu vidéo en géant sur des façades. Là, je sais pas si je dois trop dévoiler la technologie C'est en cours, non, du truc. Oh, il existe déjà, il est déjà présenté, existe déjà, mais voilà. c'est des projets de longue haleine. Et puis comme D'accord. c'est tout super DIY, autofinancé, indé, tout ça, ça met du temps. Et donc c'est un jeu où techniquement j'utilise des lasers que je détourne. Ouais. Les lasers de boîte de nuit. Donc ça fait un effet très néon, très flashy, comme j'aime bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est léger, en même temps c'est très puissant. Ça consomme peu d'énergie et on peut mapper des façades très grandes. J'avais le souvenir au festival Peinture Fraîche, festival de street art à Lyon, ou en tout cas dans la région lyonnaise. Ok. Tu l'as peut-être vu là-bas? Eh ben, j'ai vu moi un jeu en mapping comme ça, en laser. Le prototype sur le haut du hangar, c'est ça? Ouais. Ouais, bah c'est ça. C'était ça alors. Avec une manette dans un bidon. Oui. Ouais, Oui, c'est tout ça. à fait. C'est ça. C'était celui-là. C'est ça. Ok. C'est ça, dans un bidon. C'était une poubelle en métal que j'avais retournée et j'ai incrusté une manette dedans d'arcade, un style Énorme. d'arcade. Et voilà. C'est original. Donc c'est ça le projet en ce moment. Voilà. Et on pouvait jouer sur le haut du hangar, sur les tôles ondulées à bien 10 mètres de haut. Voilà. Et donc qui fait suite au flip paper. On peut juste en dire un petit mot de ce flip paper parce que ça fait maintenant quelques années que tu Ça fait 11 ans en fait. 11 ans, qu'il voilà, tourne. Je dis que c'est mon vaisseau spatial un peu. Il m'a amené un peu partout. Enfin, sans entrer trop dans les détails, comment ça fonctionne? On dessine et ensuite le mapping fait que la boule réagit aux décors qui ont été dessinés. Enfin, c'est assez fou en fait. Il y a une grande feuille dessus. Il y a 4 Posca de couleurs, des gros Posca bien juteux. Donc on dessine son terrain de flipper avec un code couleur qu'on a imaginé. Avec le rouge, la balle va rebondir. Avec le bleu, ça va être les murs. Le vert va accélérer ou faire des téléporteurs suivant la forme. Donc en fait, on peut vraiment créer son game design en direct sur du papier. Et il y a un bouton scan sur cette machine qui permet de flasher la feuille. Et là, il y a une balle virtuelle qui est projetée dans le dessin, en fait. Donc on peut jouer au flipper en direct. Le pitch est simple et la réalité est encore plus fidèle au pitch. Quand on le joue, on fait ah ouais, bah ouais, c'est évident. Ça reconnaît les traits, ça scanne, ça les assimile à des parois ou des bumpers et let's go quoi. C'est ça. Il y a un système de mapping et de scan qui est le plus invisible possible pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment le trait et la feuille qui devient vivante. Ok. Et donc, la prochaine fois, ce sera pour du mapping et j'espère qu'on te recevra à nouveau et que tu pourras nous en parler, cette fois-ci un petit peu plus en détail. Ouais, je peux donner des détails croustillants s'il le faut. Oh, à toute heure. Ok, à toute heure, parfait, très bien. Et là, s'il est déjà bientôt 10h, donc c'est malheureusement un peu tout le temps qu'on a. Mais ce sera, du coup, teasing, ce sera pour la prochaine fois, exactement. Tout à fait. Voilà. On va juste se quitter, Léo, avec du coup la bataille des décennies. Donc, on va passer 2 extraits courts avant la dernière chanson qui va clôturer l'émission. On va commencer par la première chanson. Donc, le thème, c'est Amour poétique. Amour poétique. Et la première chanson est ultra connue, sortie en 1999. Bon, c'est bon, alors je peux la mettre. Non, tu peux la mettre, parce qu'il faut la mettre. C'est un classique au Japon. C'est évidemment Utada Hikaru. First Love, chanson écrite dans un album qui a été produit en
à peu près un an, quand Utada n'avait que 14 à 15 ans. Et le résultat, c'est First Love. Album le plus vendu de l'histoire du Japon, 8 millions d'exemplaires et 10 millions dans le monde. Juste ça, extrait. Alors, 8 millions dans toute l'Asie, bah alors, pas voilà, c'est- uniquement au Japon. J'allais dire extrait, mais c'est parti. Ah oui, Et la légende. single le plus vendu de l'année en question. Globalement, oui. Exactement, et ça a eu un regain d'intérêt mondial en 2022 avec la série Netflix, First Love, évidemment, inspirée par ce titre. Et l'autre chanson, c'est une chanson de 2018, interprétée par Yorushika, qui s'appelle Tada Kimi ni Hare. Voilà. Cette chanson est inspirée directement d'un haïku du poète Masaoka Shi, qui est décrit la mémoire d'un amour estival qui s'estompe comme un cliché photographique surexposé. Et ce qui rend Yorushika unique, c'est qu'on ne connaît pas l'identité des deux artistes, du duo, qui font donc partie de la philosophie un peu de Ado et de tout ça, c'est-à-dire de ne pas se mettre en avant Ado, en Tsuyu, termes de Zutomayo, visage. Voilà, de ne exactement. pas mettre en avant leur visage Et de rester peinard. et de rester peinard. Bah, oui et non, c'est-à-dire qu'ils se font. Enfin, je veux dire, il y a forcément beaucoup de monde qui cherche à savoir. Oui, mais qui ils sont, mais ça fait plus de buzz et toi t'es plus et tranquille. ben voilà, parfait, c'est doublement gagnant. Allez, extrait. Yorushika, donc juste à l'instant. N'hésitez pas à voir le clip, qui est très joli, de Tada Kimi ni Hare de Yorushika. C'est la bataille des décennies. Vous pourrez voter sur les réseaux sociaux et choisir la chanson qui passera en entier. Oui. La semaine prochaine. Oui, exactement. Nous, on va se quitter avec autre chose. On va se quitter avec une sélection de l'Anime Song Festa, enfin de l'Anisong Festa. J'allais dire Anime Song Party, mais non. Anisong Festa, c'est le nom du concert du vendredi pour lequel on va faire deux blind tests. Un le jeudi à 13h45 et l'autre le vendredi à 14h45. Et moi, il paraît que je passerai sur ça une troisième fois. Donc je serai une troisième fois sur scène, mais pour toute autre chose, et notamment en lien avec le livre Bâtard de JB Hanak qu'on a présenté il y a un mois déjà. Un mois, ouais. Et voilà, restez connectés. De toute façon, on vous en dira un petit peu plus de manière un peu plus officielle, mais globalement, voilà, Muteki 3 fois sur scène à Japan Expo, ça ne s'était absolument jamais fait. C'était pas loin de la scène Kitsune sur les nouveaux. Oui, là, ce sera sur notre scène. Mais toi, ça sera sur notre scène, évidemment, pour le livre. Ouais, exactement. Mais en attendant, on va déjà se quitter avec effectivement cette autre chanson. On a parlé déjà de Shoko Nakagawa 2 fois. On a parlé de Yama 1 fois. On n'avait pas encore présenté, enfin si, on l'avait fait 1 fois, mais là on va le refaire pour l'occasion. Koshuni. On va parler du duo Koshuni qui était en featuring alors avec Hyde de l'Arc-en-Ciel. Tendez l'oreille puisqu'il est en réalité en chœur sur le refrain de cette chanson. Mais rassurez-vous, il a aussi sa version à lui. La chanson s'appelle Macy. Donc vous avez la version de Koshuni avec Hyde en chœur sur le refrain et la version Hyde, je suppose, avec Koshuni en chœur sur le refrain. Ce serait plutôt fair play. Voilà, tiré donc du... ça fait qu'il fait partie du grand retour de Black Butler notamment. Et la chanson, eh bien, elle est à découvrir ici sur Muteki si vous ne la connaissez pas encore. On te remercie énormément, Chienpo. Et on va te dire à la prochaine fois, puisque merci beaucoup. Pas la première fois. Voilà. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Et nous, on se quitte avec ceci, Macy Hyde. Macy featuring Hyde Koshuni sur Muteki. Portez-vous bien. Et le son japonais, Jamata. Et passez un excellent week-end. Jamatane.「
ついて話したかいなさい好きにはさせないなってことでしょ目覚めれば夢あり Night Beer Night Beer さあその手で壊してちぎれない罪と私は二度とも戻れない不条理な目覚めねさその手で壊して奈落へと連れて行っても忘れないまた会いたい君のこと消したい消したい